Libre-échange. Une personnalité se livre, ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay. Nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui Franz-Olivier Gisbert, écrivain, essayiste, romancier, actuellement éditorialiste au Point, homme de presse, patron de presse, directeur de quotidiens nationaux, de la rédaction de quotidiens nationaux, d'hebdomadaires, de quotidiens régionaux. Vous avez été à la Provence. J'ai commencé à Paris-Normandie. Et vous avez commencé à Paris-Normandie. Vous êtes aujourd'hui dans notre région et à Montpellier pour participer au Cercle Mozart à une conférence, là aussi en partenariat avec Radio Aviva et avec Midi Libre, pour notamment discourir sur la liberté de la presse et surtout sur les changements dans le monde actuel, les basculements dans le monde actuel. On va commencer par ça, parce que parler du monde actuel, c'est aussi parler de soi. Je me disais en préparant cet entretien, si je vous avais reçu hier ou avant-hier, je vous aurais posé des questions complètement différentes, parce que la situation était complètement différente. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui en tant que journaliste, en tant que citoyen, en tant qu'observateur du monde? C'est la sidération quotidienne, c'est l'étonnement, c'est l'inquiétude? Non, c'est pas la sidération, l'inquiétude non plus, parce que je suis pas d'un tempérament inquiet, mais je pense qu'on va vers des temps très très durs, très difficiles. Enfin bon, on a été sur un petit nuage, et puis nous, en Europe, nous avons été épargnés, parce qu'on vivait dans notre bulle. Mais voilà, tout ça est en train d'exploser, mais c'était logique, ça devait finir par arriver. Vous savez, l'Europe, elle vit, la France particulièrement d'ailleurs, elle vit au-dessus de ses moyens. Elle s'occupe pas vraiment de ce qui se passe autour. C'est vrai que jusqu'à présent, c'était les États-Unis qui payaient, qui s'occupaient de sa défense. Vous vous souvenez des Allemands, il y avait le budget militaire de l'Allemagne, c'était rien du tout. Et donc, il y avait un petit côté assisté dans l'Europe. Et d'ailleurs, ça lui a pas réussi, parce qu'on peut dire vraiment au cours des décennies, elle a beaucoup perdu, des dernières décennies, par rapport aux États-Unis. Et aujourd'hui, les États-Unis sont très largement devant, l'ont semé, alors qu'il y a encore 20-30 ans, on était pratiquement à égalité. Donc, je pense que c'est un peu une heure de vérité. Nous avons un psychopathe, je crois que c'est le mot qu'il faut employer, qui est à l'Est, qui a décidé de refaire la Grande Russie, parce qu'il se prend pour Ivan le Terrible, je sais pas pour qui. J'ai nommé évidemment Vladimir Poutine. Et ce personnage, il aurait déjà dû nous alerter quand il a déclenché sa guerre, attention, le danger russe, faut quand même pas exagérer. Tout ça pour ça, c'est-à-dire pour gagner 200 kilomètres sur l'Ukraine, qu'il aurait aimé avaler d'un seul coup, parce qu'il pensait qu'il allait balayer l'Ukraine en quelques heures, en quelques jours. C'est toujours rien de fait, C'est-à-dire, on approche, les années passent. Bien sûr. Et puis, en fait, ils sont toujours à 200 kilomètres. Ça n'avance pas beaucoup, C'est kilomètres c'est mètre par mètre, on a le sentiment. Bon, mais ça, disons, le coup de tonnerre de la guerre en Ukraine en 2022, ça aurait dû nous réveiller. Et bizarrement, je pense que c'est plutôt Donald Trump qui nous a réveillés en disant, mais non, chacun pour soi, mais on s'en fout de vous, etc. On va passer à autre chose. Et les Français commencent un peu à comprendre. Et c'est important, je pense que... Les Français et les Européens. Les Français et les Européens. Alors, il y a des Européens qui ont complètement changé de cap. Je pense notamment ce qui se passe en Allemagne, c'est fascinant, parce que quand on regarde les propos du chancelier Merz, c'est vraiment, jusqu'à présent, on peut dire que l'Allemagne était vraiment toujours un peu à la remorque des États-Unis. Et lui, il a carrément, je dis pas qu'il a rompu les ponts, mais enfin, on est presque pas loin de ça, la façon dont il parle. Donc, je pense que... Débloqué, je crois, 1000 milliards pour leur défense. Voilà, très vite. Avant même que le gouvernement Olaf Scholz, son prédécesseur, avait déjà commencé, mais je veux dire, là, lui, en plus, il a tenu des propos assez définitifs sur Donald Trump. Donc, si vous voulez, le problème, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que quand vous avez un peu d'expérience, quand vous connaissez, disons, le dessous des cartes, vous êtes pas forcément inquiet, parce que je pense simplement, à partir du moment où vous êtes fort, c'est le slogan de Ronald Reagan, Peace through Strength. C'est l'adaptation, la paix à travers la force, ou la paix par la force. C'est l'adaptation d'un bouquin absolument génial que je conseille toujours à tout le monde. C'est L'art de la guerre de Sun Tzu. C'est un général chinois du 6e siècle avant Jésus-Christ, qui écrit tout simplement que la meilleure façon de gagner une guerre, c'est de pas la faire.
parce qu'il n'aime pas la guerre, comme souvent d'ailleurs les généraux, et parce qu'il sait ce que c'est et il veut pas la faire. Et donc c'est de se mettre en situation, si vous voulez, de terroriser, de faire peur à l'ennemi qui va céder avant même qu'il y ait la guerre. Et c'est ça, et si vous voulez, ça c'est l'essence même de ce que nous devons faire. C'est-à-dire que là c'est en train de changer. D'ailleurs, vous voyez très bien que les pays européens commencent à augmenter leur budget militaire parce que c'est important. C'est important si on veut pas être embêté dans les années qui viennent, parce que on est une tentation. On est une proie, si vous voulez, avec notre faiblesse morale et militaire, et je dirais presque faiblesse métaphysique, on est une proie. C'est pour ça que il y a vraiment l'urgence d'un réarmement moral et militaire. Mais je constate qu'il est en train de se faire. C'est pour ça que, vous voyez, l'idée d'être inquiet, ça veut dire quoi? Mais ça nous avance à quoi? C'est-à-dire quoi? Je suis inquiet. Mais non, il faut, faire comme si on pouvait plus compter sur les États-Unis, même si on pourra peut-être compter sur eux dans l'avenir. Et puis faire comme si Vladimir Poutine était prêt à nous attaquer nous aussi, même si je pense pas qu'il le fasse vu qu'il a déjà des problèmes. Enfin, quand même, il s'est fait, un peu humilié par une petite armée d'un petit pays quand même. Enfin, c'est pas. Alors justement, plutôt qu'une inquiétude, vous le soulignez vous-même, il y a une prise de conscience en Europe. Est-ce que finalement, c'est pas un peu la revanche du modèle européen qui a parfois été critiqué, même au sein même de l'Europe? Certains voulaient la quitter à une époque. On a eu le Brexit, on a parlé à un moment de Frexit, etc. Finalement, entre la Chine de Xi, la Russie de Poutine, les États-Unis actuellement de Trump, il ne sera pas éternel non plus, finalement. Le modèle démocratique aussi de l'Union européenne, même ce modèle économique, on va en parler. Est-ce que finalement, c'est pas la revanche de l'Europe, le retour de l'Europe, l'occasion pour l'Europe d'affirmer ça? Vous avez raison, mais j'espère que ce sera la bonne Europe. Pas celle que nous avons eue avant, qui est une Europe technocratique, l'Europe de la Commission de Bruxelles. Moi, j'aime pas cette Europe. J'aime pas cette Europe parce que elle veut construire l'Europe sur un mode jacobin, un petit peu à la française. C'était l'idée Jacques Delors, qui était longtemps président de la Commission européenne, qui voulait faire, disons, quelque chose d'un modèle français. Souvenez-vous, il y avait même, je sais pas si vous en souvenez, mais l'époque des camemberts au lait cru. On voulait arrêter le lait cru, interdire le lait cru au camembert. Mais en quoi ça? Mais en quoi l'Europe est concernée? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Et si vous voulez, quand on voit les modèles fédéraux autour de nous, je pense par exemple aux États-Unis, vous avez la peine de mort dans un État, vous l'avez pas dans un autre, vous avez droit à l'avortement dans un État, vous l'avez pas dans un autre, enfin, etc., etc., etc. Des fiscalités différentes, un modèle de santé, par exemple, Massachusetts, État, de la côte Est, au Massachusetts, le modèle de santé, c'est un peu le même que le nôtre, à quelques virgules près. Il n'y a pas grand-chose qui change. Et évidemment, au Texas ou dans d'autres États, ce sera très différent. Donc, il faut une Europe, vous savez, ce mot un peu, qui était cette espèce de langage jospinien que j'aimais pas du tout, pluriel. Mais moi, je serais pour une Europe plurielle. J'aime pas ce mot pluriel, mais je pense que il faut jouer la diversité, accueillir tout le monde, ne pas être d'accord sur certains sujets, c'est pas grave. Il faut pas ce côté qu'il y avait il y a encore quelques années où il fallait que tout le monde parle d'une même voix. Après, il faut peut-être revoir aussi la façon de voter, c'est-à-dire que il faut pas qu'un seul puisse bloquer la machine, mais ça, on est d'accord, tout le monde est d'accord là-dessus. Puis il y a déjà des améliorations qui ont été faites. Mais je pense que le modèle européen, il peut, effectivement, vous avez raison, revenir en force, mais il faut qu'il s'amende un peu quand même. C'est-à-dire que le côté technocratique, je crois qu'il faut vraiment mettre une croix là-dessus. C'est-à-dire, l'Europe, il faut qu'elle soit politique. Moi, je pense que l'Europe dirigée par des politiques, ça aurait été quand même radicalement différent, c'est-à-dire des politiques élus. J'ai pensé à ça quand il y avait le vote, vous vous souvenez, sur la Constitution européenne qui avait été écrite en partie par Giscard d'Estaing. L'idée que qu'il y a un président élu, ça change un peu la donne. Il a un peu de pouvoir, il peut faire avancer les choses. Alors, et puis, bien entendu, il faut des contre-pouvoirs, parce que il y avait peut-être pas assez de contre-pouvoirs aussi précédemment. La Commission de Bruxelles a pu faire très longtemps ce qu'elle voulait, ça n'est pas normal. Je vous lisais ce matin votre éditorial hebdomadaire dans Le Point. Vous parliez économie, vous parliez du protectionnisme. Vous aviez une formule, le socialisme des imbéciles. Oui, parce que le protectionnisme, qui est une ineptie
économique, c'est dans tous les livres les manuels d'économie. Vous me direz, ils ne donnent pas forcément les bonnes solutions, voilà. Mais on a eu des exemples de protectionnisme qui ont littéralement tué des pays. Bon. Oui, alors c'est plus compliqué parce que je dirais que Donald Trump, moi j'ai écrit dans le passé, lors de son premier mandat qui était protectionniste, j'ai révisé un peu, j'ai révisé plutôt mercantiliste, qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que pour des barrières douanières fortes, quand il y a des problèmes, mais c'est pas systématique. C'est-à-dire c'est la réflexion du repli sur soi. Ouais. Oui, c'est pas l'idée du repli sur soi. Donc c'est pas génial le mercantilisme, c'est quand même moins pire que le protectionnisme, qui est une grande bêtise. Et d'ailleurs, qui était incarné, parce que tout ça est comique. On voyait les messieurs dames du Nouveau Front Populaire, pour ne pas les citer, qui pleuraient à chaudes larmes sur les propositions de Trump, enfin sur les injonctions de Trump, parce que on revenait vers le protectionnisme. Enfin, ils n'ont pas lu leur propre programme, ces gens-là. Le programme du Nouveau Front Populaire, c'est-à-dire du PC, du PS, de LFI bien sûr, et des écologistes. Ce programme, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit tout simplement, il faut annuler tous les traités de libre-échange. Il dit, il faut pas faire le Mercosur avec les pays d'Amérique latine, il faut pas faire l'autre traité, le CETA avec le Canada. C'est-à-dire, l'idée, c'est le programme du Rassemblement national aussi, avec un petit peu moins. C'est-à-dire que avec des différences, justement, hier soir, j'ai regardé les deux programmes. Oui, j'ai regardé les deux programmes et j'ai trouvé vraiment le programme le plus protectionniste et de loin, c'était le programme du NFP. La NFP, parce que la NFP, c'est quand même l'idée qu'il faut se carapassonner derrière nos frontières. Là-dessus, le RN était beaucoup plus évasif. Donc, du coup, parce que c'est ma lecture est toute fraîche, ça date vraiment d'hier soir. Et là, si vous voulez, le vrai problème, c'est aussi, c'est un sujet qu'il faudra aborder un jour, c'est l'éducation économique des Français. On peut pas laisser faire l'éducation économique des Français par des profs, certains profs, pas tous, mais moi j'ai vu ça longtemps sur mes enfants. Des profs, on a le sentiment, qu'ils ils reprennent le catéchisme soviétique d'autrefois, marxiste, néo-marxiste, archéo-marxiste, avec le Gosplan, etc. Et puis expliquer que tout va mal en France à cause du libéralisme. La France n'est pas un pays libéral. 57,1% des dépenses publiques par rapport à la richesse nationale, par rapport au PIB, ça veut dire que c'est plus un pays administré ou un pays collectiviste qu'un pays libéral. Mais à l'école, et l'antithèse du libéralisme. Oui, et à l'école, on explique souvent à nos enfants, si ça va mal en France, c'est à cause du libéralisme. Ben non, c'est pas ça. C'est pas la faute du libéralisme. C'est parce que l'État est trop fort et trop puissant. Justement, la situation actuelle, peut là être aussi perçue comme sinon une revanche, une façon de prendre en compte différemment les notions de libéralisme, de libre-échange, de marché ouvert, à condition qu'il y ait des contrôles. Oui, il faut pas être naïf. Là-dessus, l'Union européenne a très longtemps été naïve avec la Chine, notamment. Je pense qu'avec la Chine, il faut discuter. Moi, je suis évidemment pour les échanges avec la Chine, mais on peut pas, tout accepter. À un moment donné, il faut aussi arrêter. Et puis, il faut pas non plus trop jouer le jeu de la Chine. Ce qu'a fait, par exemple, la commission de Bruxelles avec les voitures, et avec la complicité de tous les gouvernements, c'est-à-dire le tout électrique comme ça qu'on va faire à toute vitesse, c'est évidemment une façon d'aider l'industrie automobile chinoise. On peut aussi s'occuper un peu de l'industrie automobile française, allemande, etc., et italienne. Donc là, moi, je trouve, si vous voulez, moi, je suis comme vous semblez l'être. Je suis optimiste parce que je pense qu'à partir du moment où on se bat, on peut y arriver. Et ce qui est vrai, c'est que ces dernières décennies, la France et je veux dire surtout l'Europe en général, mais la France en particulier, parce que le surendettement, toutes ces bêtises qui ont été commises au cours des dernières années, et puis qu'on paye aujourd'hui, parce qu'on peut plus faire grand-chose, il y a plus de marge, on voit très bien, il faudra repartir à zéro. L'économie française, ça peut pas tourner comme ça, avec des déficits partout, un surendettement, faudra arrêter tout ça. Mais je pense que justement, le fait qu'il y ait l'heure de vérité qui arrive, c'est une bonne chose, parce que on peut peut-être se mettre au travail pour essayer de refaire la France, de refaire l'Europe aussi, mais le dernier point, et ça, je crois que je sentais que vous étiez européen. Moi, je le suis aussi, vous savez, pour une raison très simple. La France est plus grande à l'intérieur de l'Europe que hors de l'Europe. C'est une évidence. Et donc, c'est pour ça. En même temps, cette Europe, elle doit nous correspondre, elle ne doit pas détruire, les racines de la France. Elle ne doit pas détruire, comme elle n'a pas le droit de détruire non plus les racines de l'Italie, les racines de l'Espagne, les racines de l'Allemagne, puis de tous les autres pays qui participent à l'aventure européenne. Bien sûr. François-Olivier Gisbert, vous écrivez, c'est peut-être le fil rouge de votre
de votre vie. Je voulais être écrivain à 9 ans, oui. C'était mon... Et vous avez toujours écrit? Vous écrivez des romans, des essais? À partir de 9 ans, j'ai voulu être écrivain, j'ai commencé à écrire. Je faisais, si vous voulez, je lisais par exemple Victor Hugo, j'essayais de faire des livres un peu, des plagiats, si vous voulez. C'était un peu des sortes de plagiats de Victor Hugo. Après, c'était un plagiat je me souviens de Guy de Maupassant, plagiat de Flaubert, plagiat. Vous voyez, j'étais le roi du plagiat, comme beaucoup d'apprentis écrivains. D'ailleurs, Jean-Marie Leclésio me disait la même chose il avait comme ça, il m'a même dit son livre qui est un chef-d'œuvre, hein, le Procès-verbal. Pour lui, c'était comme ça. Il avait vu un peu comme une sorte de plagiat de J.D. Salinger. Vous voyez, c'est pas le mot qu'il faut employer d'ailleurs, mais je pense que on se construit en imitant. Vous voyez, je vais pas copier. Attention, quand je dis plagiat, c'est une façon de copier plutôt. C'est plutôt ça qu'il faudrait dire. C'est peut-être pas le mot juste, parce que plagiat, ça consiste souvent à recopier. Chercher une inspiration. Oui, voilà. C'est-à-dire, on se met dans la foulée de tel ou tel écrivain. J'ai écrit beaucoup de livres comme ça, puis après, j'ai commencé à écrire. Et c'est vrai, je sais plus combien de livres j'ai écrit, mais c'est de loin plus de 50. Et plus de 50 livres et beaucoup d'essais, beaucoup de romans aussi, avec des tas de livres qui ont été traduits à l'étranger, qui ont même eu des succès, comme aux États-Unis ou en Espagne, en Italie, etc. Vous vous êtes lancé dans quelque chose d'assez ambitieux parmi vos dernières reproductions. C'est une histoire intime de la Ve République. Trois tomes sont parus. Alors vous allez nous en parler, mais je voulais démarrer la discussion sur cet aspect de votre œuvre, parce que aujourd'hui, avec la situation politique telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce que vous imaginez avoir à écrire un 4e tome où vous feriez le récit de sa chute et de l'avènement d'une 6e République? Parce qu'il y a un 4e tome qui va sortir, qui va sortir en octobre, et qui est plus une conclusion. D'accord. Et c'est pas je casse le récit d'avant, mais je reviens un peu sur le passé, etc. Et puis j'explique aussi qu'est-ce qu'on est devenu, comment on est arrivé là, etc. Bon, c'était aussi le sujet des livres précédents. Bien. Mais c'est un livre assez substantiel. J'ai travaillé comme un fou dessus, puisque ça a mis 2 ans pratiquement. Hein. C'était très long pour moi, parce qu'en général, je peux faire un livre en 1 an, et surtout, j'ai rien fait d'autre. Bon, c'était un travail dans l'histoire. J'ai été regardé partout, etc. Et moi, je pense que après, si vous voulez, on arrive au bout. Et il y a une autre histoire qui sera écrite par quelqu'un d'autre. Ce sera peut-être une catastrophe, mais ce sera pas forcément une catastrophe. Vous savez, De Gaulle, il a pris un pays qui était par terre en 1958, il a tout relancé, il en a fait le grand pays qu'il a finalement légué quand les Français l'ont viré en 1969. La France, c'était un grand pays, quoi. Alors que c'était tout petit pays en 1958. C'était rien du tout. Des déficits partout. C'était la France d'aujourd'hui, la France de Macron, surendettée, vous voyez, enfin, pas d'autorité, affaissement de la République, enfin, tout ça, rien ne marchait. Là, tout a, comment dire, en quelques mois, De Gaulle a tout changé. Donc, moi, je crois que le politique peut toujours régler les problèmes. Simplement, faut pas se tromper. Faut prendre le bon, là. Pour une fois, ce serait bien. Et à partir de là, la France peut partir. Il y a énormément d'énergie dans ce pays. Enfin, il suffit de circuler. Il y a même du patriotisme. Il y a toutes ces valeurs, si vous voulez. Les Français ne demandent que ça. Il faut qu'ils aient, à un moment donné, à leur tête, quelqu'un qui assume, qui ait du courage, le courage de dire les choses, le courage de faire des pédagogies. Vous voyez, ce courage n'a pas eu Macron, par exemple, par exemple, quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire aider énormément les entreprises au moment du Covid. Moi, j'étais pour. Évidemment, je suis pour. On va pas laisser des entreprises crever parce qu'il y a le Covid. Bon, en même temps, il faut expliquer aux gens, mais attendez, mesdames, messieurs, c'est pas de l'argent magique. Il faudra rembourser tout ça. On l'a pas fait. Et on continuait à vivre toujours sur un train. La France, c'est très simple. Elle dépense beaucoup plus qu'elle ne produit. Donc la France, elle doit s'occuper de produire. Elle doit travailler plus. Enfin, les vraies personnalités politiques, ceux qui sont dignes de ce nom, hein, les futurs hommes d'État ou de femmes d'État, ils doivent parler comme ça. On doit travailler plus parce que les autres travaillent plus. Et sinon, on va être largué. On va être un petit pays. Alors, et quand on est un petit pays, vous savez, c'est un peu ce qui nous arrive en ce moment. On voit comment ça se passe. Il y a beaucoup de pays qui se font les pieds sur nous. Alors, mais justement, sans rien dévoiler, le dernier tome de votre histoire intime de la Ve République s'achève avec les années Macron, sur les mandats Macron.
Oui, mais enfin, c'est pas l'essentiel, parce que franchement, tout ça tient un peu sur un timbre-poste. C'est pas une grande légende. Je pense pas qu'il va laisser une grande trace dans l'histoire de France. C'est pas trop ça le sujet. Le sujet, c'est voilà ce qu'est devenu ce pays. Hein, et aussi les voies de sortie. Et puis il faut bien identifier, parce que la France est souvent dans le déni, tous les sujets qu'il faut régler. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça, je le fais dans le livre. Ça va pas plaire à tout le monde, mais ça, c'est pas. Moi, j'écris pas des livres pour plaire à tout le monde. Je suis pas candidat à la présidence de la République. Donc, comme souvent, trop souvent, les présidents veulent plaire à tout le monde. Moi, c'est pas mon sujet. D'accord. Donc, ça gratte un peu. Ok. Sur quelque chose de plus personnel, vous êtes à Montpellier aujourd'hui. Vous êtes dans le sud. Vous êtes attaché au sud de la France. Vous êtes un Franco-américain attaché à la Méditerranée, au sud de la France. Je sais que vous aimez particulièrement Nîmes. Vous avez travaillé à Marseille aussi. Non, je vis à Marseille déjà. C'est ma résidence et vous y vivez, principale. Bien sûr. En même temps, j'aime toujours beaucoup la Normandie, parce que vous disiez bien sûr. américano-français. Je suis plutôt américano-normand. Et la partie américaine, j'ai déjà oublié depuis longtemps. Ça doit faire, je sais pas, peut-être 10 ans que je suis pas allé aux États-Unis. Vous voyez, donc pour moi, c'est lointain. Maintenant, j'y allais quand il y avait mes grands-parents, j'avais de la famille. Tout le monde est mort. C'est l'inconvénient des petites familles, vous savez, pas monoparentales ou presque, vous voyez, où il y avait un enfant, etc. Sur quelques générations, à un moment donné, ça s'arrête, quoi, ça expire. Et c'est un peu le cas. Donc j'y vais plus, et ça ne me manque pas. Donc les trucs, vous savez, sur la double nationalité, la double culture, j'ai jamais compris ça. Moi, j'ai été élevé en Normandie, je suis normand. Après, je suis normand, je me sens normand. Et d'ailleurs, je vis aussi beaucoup à Granville, vous voyez, parce que je suis pas très parisien, j'aime pas Paris, j'ai jamais aimé Paris, j'ai été élevé à la ferme, moi. Donc j'ai besoin d'herbe, j'ai besoin de province, etc. Et c'est vrai que mais ça, c'est à cause de mes parents. Si je suis un petit gars du Sud, c'est parce qu'ils ont acheté un jour une maison dans le Vaucluse, qui est la maison de famille dont j'ai hérité, et que j'ai aimé le Vaucluse, et qu'à partir de là, j'ai aimé Marseille. Et puis, j'aime aussi toute cette région. J'aime Montpellier, j'aime Béziers, j'aime Nîmes. Alors Nîmes, vous avez raison, c'est une sorte de coup de foudre, parce que Nîmes, c'est une ville qui a complètement ressuscité, quoi. J'ai connu Nîmes dans les années 70, c'était une poubelle. C'était affreux. Et aujourd'hui, c'est une des plus belles villes de France. Mais vraiment, je crois que les Nîmois, je sais pas s'ils se rendent compte, mais c'est tellement beau. Vous savez, moi, j'ai quelque chose quand je vis à Nice. Bon, d'abord, quand vous arrivez de la gare, c'est une avenue complètement dingue. Même, c'est magnifique. Je m'assois sur les bancs, je regarde. Je regarde tellement c'est beau. Et puis tout ça est arboré. Enfin, non, c'est magnifique. Puis évidemment, il y a le vieux Nîmes. Et puis il y a la Maison Carrée. Il y a tout ça. Enfin, on est dans l'histoire. C'est une ville romaine. C'est une ville française. C'est une ville du Sud avec ses quartiers. Non, je suis fou de Nîmes. Alors, le seul inconvénient sur Nîmes, c'est peut-être le climat, quoi. Un peu trop chaud l'été, un peu trop froid l'hiver, un peu trop de vent. Mais c'est une ville sublime. Bon, ici, Montpellier, je dois dire que je sais pas s'il faut le dire, mais moi je dis les choses comme je les pense. J'aimais beaucoup Georges Frêche. J'adorais Georges Frêche. Vous avez le droit de le dire. Donc je trouve que c'est un grand maire de Montpellier. J'allais le voir de temps en temps. D'ailleurs, j'étais fait aux pattes parce que dans un film qu'on tournait sur lui, quand il y a eu son histoire pas très catholique sur Fabius, c'est un procès honteux qu'on lui a fait. Il avait dit, parce qu'on l'entend dans le film, il dit faut que j'appelle Gisbert et Kahn, les deux copains, et pour qu'ils m'aident, parce que là, je suis dans la mouise. Et c'est vrai que le président, le documentaire d'Yves Jolan, qui avait bénéficié d'une sortie en salle d'ailleurs. Voilà. C'est assez rare pour mais c'était un personnage formidable, et il a fait énormément de bien à Montpellier, qui était une ville quand même que j'ai connue aussi dans les années 70. C'était pas joli à voir. Hein. Bon, et il a fait exploser cette ville. Donc, et j'aimais beaucoup ce personnage à cause de sa culture, à cause de plein de choses. On s'engueulait, hein, évidemment, quand il a fait sa place des grands hommes du XXe siècle. On s'est engueulé comme du poisson pourri. Oui, on s'est engueulé comme du poisson pourri. Mais bon, voilà, c'était sa folie, très bien. On n'a jamais rompu là-dessus. Mais c'est quelqu'un que j'aimais parce qu'il avait cette qualité qui manque aujourd'hui tellement à nos dirigeants. Beaucoup de courage, un vrai courage, et je dirais presque aussi un courage physique,
Et puis une capacité, malgré son ego qui pouvait sembler considérable, une capacité aussi à transcender et comment dire, à se voir à travers la ville. Et en fait, il était Montpellier, comme le sont tous les grands-mères. Les grands-mères aujourd'hui, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche. Gérard Collomb à Lyon, c'était Lyon. Christian Estrosi à Nice, c'est Nice. Alain Juppé à Bordeaux, c'est Bordeaux. Pierre Mauroy, que j'ai bien connu à Lille, c'était Lille. Pierre Mauroy, enfin c'est comme ça les grands-mères. Bordeaux avant. Oui, bien sûr, bien sûr. À Chaban, oui, bien sûr, évidemment. Ok, très bien. François-Olivier Gisbert, peut-être, pour terminer, sur quoi travaillez-vous en ce moment? Sur quoi vous terminez, donc vous le disiez, cette histoire intime de la Ve République. Vous êtes déjà parti sur un autre projet, vous avez une autre idée, vous revenez au roman, Non, mais ça c'est moi, je suis comme ça, mais on est pas mal d'écrivains comme ça, mais j'ai toujours 5, 6, 7 livres sur le feu. J'ai un roman un peu long là que j'avais commencé, qui n'est pas fini, qu'il faudrait que je finisse. J'ai un autre projet de roman beaucoup plus court sur le monde animalier qu'il faudrait aussi que j'écrive, parce que là pour le coup celui-là j'ai même pas commencé. J'ai plein de projets de livres si vous voulez, et j'ai même un thriller aussi, un truc un peu spécial, mais que j'ai envie d'écrire depuis longtemps, donc j'amasse dessus. Bon, puis vous savez, moi à un moment donné je m'y mets, puis voilà, puis je le fais. C'est-à-dire que j'ai cette force, quand je me mets sur un livre, je le finis. Et quoi qu'il arrive. Pour terminer, une étude récente montre que les Français lisent de moins en moins, les jeunes générations, notamment l'écrivain que vous êtes, l'homme de presse que vous êtes, continue à être un grand lecteur. Oui, et moi, si vous voulez, je m'en fiche pour ce qui me concerne, parce que mes livres se vendent bien, mais non, je plaisante. Je dirais que, je pense que tous ces jeunes gens, je pense notamment aux jeunes gens, ils doivent faire attention à tout ce qu'ils perdent. Franchement, quand on a lu, c'est mon cas, moi. J'étais vraiment... mes parents n'étaient pas fermiers, c'était des bobos bio avant l'heure, et ils avaient une ferme, et donc on vivait comme à la ferme, hein, c'était clair. Presque en autarcie, hein. C'était incroyable, d'ailleurs, la maison de ce point de vue. Il y avait beaucoup d'enfants, on travaillait tous, etc. Et quand je suis monté à Paris, plouc, en fait, j'étais comme ça, je me surnommais d'ailleurs bouseux, vous voyez, ça m'amusait. Après... Un jour, depuis, c'est la force de la presse. Il y a un article dans Libération qui l'appelait le dandy. Ouais. Je sais pas, depuis, on me voit dandy, mais oui, de temps en temps, j'essaie de m'habiller, d'être élégant. Je choisis un peu comme mon grand-père, les trucs comme mon grand-père américain qui s'habillait toujours assez, que je trouvais très, très chicos. Mais bon, voilà, c'est pas plus que ça, quoi. Je crois pas, c'est pas du tout mon tempérament. Mais c'est très drôle parce que, ces images comme ça reste. Mais moi, comment dire, j'aime tellement, je veux dire, j'ai l'impression d'avoir encore tellement d'années à vivre que j'ai trop de projets, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas ce que je vais faire, il faut que je choisisse. Et puis, j'ai pas trop de mal à choisir, parce que quand je me mets sur un truc, comme je le disais tout à l'heure, je le finis. Et je dis quand même que dans ces dernières années, parce qu'il me reste pas tant à vivre, j'ai envie vraiment de travailler sur la lecture, d'expliquer aux jeunes gens qui ratent tout quand ils ne lisent pas. Je vais vous dire pourquoi. Moi, le petit plouc, qui avait été élevé à la ferme, je vais vous dire, j'avais lu tout Balzac, j'avais lu Maupassant, j'avais lu Dostoïevski, Tolstoï, etc. Je peux citer tout ça parce que j'étais un rat de bibliothèque, j'étais myope avec des lunettes ridicules, vous savez, comme des loupes. Tellement je lisais, j'avalais, j'étais fou de lecture. Mais quand on lit, on sait, si vous voulez. C'est très important la lecture parce qu'elle vous donne de la connaissance et vous comprenez beaucoup mieux les rapports humains, la société. Vous apprenez des tas de choses sur la vie aussi, des erreurs à ne pas commettre. C'est très important de lire. Donc je supplie, et ça, je veux dire, c'est mon dernier combat. Mais ça, je le ferai à un moment donné. D'ailleurs, j'ai commencé un livre là-dessus. D'accord. Mais pour la lecture, il y a plein de livres. Je plains tous ceux qui n'ont pas lu. Je sais pas, je vous parlais tout à l'heure de L'art de la guerre de Sun Tzu, le général chinois du 6e siècle avant Jésus-Christ. Je pourrais citer La pesanteur et la grâce de Simone Veil. Enfin, je peux vous citer plein de livres. Je les plains parce que quand vous les avez lus, vous savez, les livres. Il y a une formule d'un vieux sage qui disait il n'y a de richesse que d'hommes. Je veux dire, il y a de richesse que de livres aussi, d'hommes et de livres. Ok, votre dernier combat sera votre dernier mot avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci pour ce libre échange sur Radio Aviva en partenariat avec Midi Libre. Merci François-Olivier Gisbert. Libre échange. Une
personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.